Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur i24 News, c'est le morning. Et puis on passe tout de suite à la revue de presse israélienne. Elle nous est présentée ce matin par Yael Bornstein. Bonjour Yael, comment ça va ce matin? Très bien Nathalie, et vous-même? Très très bien. On va parler d'une actualité qui va un peu moins bien ce matin. Et les journaux israéliens en reparlent très largement. C'est la situation en Ukraine. Absolument, dans toute la presse ce matin, des affrontements, des images de champs de bataille dépeignant le chaos le plus total, des titres chocs, alarmants, des articles multiples. Voici ce que l'on trouve ce matin dans la presse israélienne. Je vous propose de commencer dès à présent avec le journal Yediot Aharonot, le quotidien populaire à grand tirage, dont le titre est tout simplement la guerre civile. Ici, comme dans tous les prochains journaux dont nous allons parler pendant cette revue de presse, un champ de bataille, des hommes portant un blessé sur une porte improvisée en brancard, plus de 100 morts et 500 blessés en 3 jours d'affrontement après la trêve trop vite brisée du président Yanukovych. Et les conséquences, plus de billets dans les distributeurs et les queues dans les supermarchés qui rappellent, je cite, les jours noirs du communisme à l'époque de l'URSS. Et dans ce même état d'esprit, voyez tout de suite la couverture de Maariv, le quotidien centriste. On dirait presque que la photo que nous avons vue est un dessin tellement surréaliste. 67 policiers sont à l'heure actuelle retenus en otage. L'Union européenne a d'ores et déjà pris des sanctions contre l'Ukraine alors qu'il semble que Yanukovych vient de donner son accord pour des élections anticipées. Maariv précise encore qu'il s'agit de la journée la plus sanglante qu'aura connue l'Ukraine depuis son indépendance en 1991. Et comme le dit Sibrin, notre confrère d'Israël Hayom, le quotidien gratuit proche du pouvoir, si le cessez-le-feu de Yanukovych ne reste, il ne reste plus que du feu. Vous voyez plutôt cette photo impensable des militants de l'opposition qui affrontent les tireurs d'élite. Ils sont protégés par des casques de moto ou de chantier et se sont emparés de portes pour en faire office de boucliers et de brancards. Quelle est la position des États-Unis dans tout cela? C'est la question que se pose le quotidien. Obama est-il lui-même la solution à cette crise? Et c'est cette même question que se pose à Haaretz, le quotidien de gauche qui évoque les très probables sanctions américaines. Et cette conversation téléphonique hier entre le vice-président américain Joe Biden et le président Yanukovych, au cours de laquelle les États-Unis ont vivement incité l'Ukraine à se retirer de la place de l'indépendance avec tous leurs tireurs d'élite. Il faut faire cesser la violence, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry. Il faut faire cesser la violence. On a souvent dit que la réaction des Occidentaux avait tardé. Alors, puisqu'on parle de John Kerry, on va revenir dans la région. Comment la presse israélienne voit les récents développements dans les négociations entre Israël et les Palestiniens? Alors, on a ce matin dans le journal Maariv une caricature en couverture, cette caricature d'Abou Mazen qui parle d'elle-même. On voit Abou Mazen devant le chandelier qui essaye de se défendre. Reconnaîtra-t-il ou ne reconnaîtra-t-il pas l'État d'Israël? Je vous le rappelle que c'est la condition sine qua non pour la suite des négociations. Ne s'agit-il pas en fait d'une question de temps? Dans la double page qui lui est consacrée dans l'article, le titre est le suivant: l'État juif et les zigzags palestiniens. John Kerry insiste aussi auprès d'Abou Mazen pour qu'il accepte les nouveaux arrangements dans la vallée du Jourdain qui sont selon lui primordiaux pour la sécurité d'Israël alors qu'il ne s'agit qu'une question d'honneur national pour les Palestiniens. Sur la photo, on voit les deux hommes à Paris il y a quelques jours avec cette légende qui cite pourquoi, Abou Mazen qui cite pourquoi est-ce que les Israéliens ont tellement besoin de notre reconnaissance. Certains s'accordent pour parler d'un double jeu qui dure depuis trop longtemps, Nathalie. Dans un tout autre registre à présent, Yael, 2 hommes ont été mis en examen hier. Il s'agit de 2 beaux-frères ultra-orthodoxes et ils sont tout simplement suspectés d'avoir, à plusieurs reprises, tenté de vendre des armes à l'Iran, rien que ça. Oui, Nathalie, un vrai scandale qui a fait son bout de chemin depuis hier. Il s'agit de ces 2 hommes, Avichai Weinstein et de son beau-frère Eli Cohen. Commençons par le journal Israël Hayom. Une double page dont le titre est la ligne entre Binyamina et Téhéran. Binyamina, cette place au nord du pays où se trouve le hangar. Les 2 hommes avaient été suspectés des mêmes faits il y a 10 ans déjà, mais n'avaient jamais été arrêtés faute de preuves tangibles. Il s'agirait cette fois de pièces détachées pour avions fantômes qui ont donc été retrouvées dans leur hangar de Binyamina dans le nord. C'est le quotidien grec du nom de Katimerini qui a récemment publié cette nouvelle. Selon les rumeurs, ces 2 hommes se trouveraient en ce moment même à Panama. Leurs proches précisent aussi que malgré les suspicions contre eux,
et n'ont jamais encore été inculpés. L'article qui est consacré à cette affaire aussi dans Maariv insiste sur le fait que les deux hommes ont évolué dans un milieu religieux nationaliste, mais ont ensuite décidé de devenir ultra-orthodoxes. La signification, si vous voulez, de cette précision, que dans le courant précédent dans lequel ils évoluaient, ils n'auraient jamais fait une telle chose, alors que les ultra-orthodoxes ne se targuent pas, en général, dans leur grande majorité, d'être nationalistes. Et voilà la relation hypothétique entre la potentielle trahison et leur courant religieux. Et pour finir, Yediot Aharonot précise que ces deux hommes sont suspectés d'avoir vendu des armes aux Iraniens malgré l'embargo. Or, jamais leur permis de vente d'armes ne leur a été retiré. Cette découverte arrive alors que le chef d'équipe de surveillance des armes exportées vers Israël vient d'être renvoyé à la suite d'une vente d'armes interdite vers la Chine. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Yael, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cette revue de presse. Voilà, donc on va reparler ce matin largement dans cette édition de la situation en Ukraine. On va tout de suite s'y rendre justement. Nous sommes au téléphone avec Constantin Sigov. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors vous êtes professeur de philosophie, vous habitez Kiev. Comment l'Ukraine s'est réveillée ce matin ? Écoutez, c'est très important de se réveiller de ce cauchemar qu'est l'Ukraine a vécu ces derniers temps. Il est vrai qu'on n'a jamais vu ça, pas seulement depuis l'indépendance d'Ukraine en 1991, mais surtout aussi après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, plus précisément après la libération de Kiev de l'occupation nazie en 1943. Donc, pourquoi je cite cette mémoire? Parce que je reçois beaucoup de lettres, des coups de fil de New York, Paris, Berlin, Prague. Une des choses les plus fortes et importantes, j'ai reçu de Prague, à savoir que l'Europe, malheureusement, a oublié l'expérience de Prague. La ligne semble être brouillée, Constantin. Une autre question, simplement pour rebondir sur vos propos. Les ministres des Affaires européennes étaient hier à Kiev. Ils y sont toujours ce matin. Manifestement, ils ont parlé d'élections anticipées, de trêve aussi. On l'entendait hier matin déjà par le président annoncé, par le président Yanukovych. Est-ce que selon vous, ça suffit pour les Ukrainiens ? Oui, c'est très important de bien organiser les élections maintenant et surtout ne pas faire illusion et barrer toutes sortes de chantages provenant de l'équipe de Poutine. Parmi les manifestants, Constantin, on note la présence d'éléments radicaux. On a parlé notamment de néo-nazis et on a vu certaines personnes dotées notamment d'armes à feu, de Kalachnikov. Vous les avez vus, vous aussi, sur la place de l'Indépendance ? Écoutez, je pense pas que les expressions des nazis sont applicables aux éléments radicaux. En effet, ils sont radicaux, mais rien à voir avec la propagande, encore une fois, poutinien, qui a voulu dire que voilà, c'est un putsch fasciste. Ça n'a rien à voir avec la résistance à l'occupation de Kiev par le régime criminel. Donc, il faut bien dire que maintenant, sur Maïdan, à Kiev, dans différentes villes d'Ukraine, les forces d'autodéfense contrôlent la situation et ce sont les forces, encore une fois, du centre démocratique. Il n'y a rien à voir avec les extrémistes droites, je vous assure. Merci beaucoup, Constantin Sigov, pour ce témoignage. Donc, en direct depuis Kiev, on le voyait, le feu continue sur la principale place Maïdan en Ukraine, dans la capitale à Kiev. On parle de plus de 100 morts, même si le bilan annoncé par le gouvernement et le bilan de l'opposition s'opposent. On retrouve à présent sur ce plateau Eliezer Chadorovski. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous entendiez Constantin Sigov parler des élections anticipées. Une bonne solution pour vous? Si c'est une solution, d'après ce qu'on peut entendre, c'est effectivement un désespoir qui existe. Si l'escalade et la dynamique propre aux affrontements ne l'emportent pas, parce que
il faut savoir que l'Ukraine, elle est aussi un peu otage, pas seulement de la dynamique propre qui se développe dans son intérieur, mais elle est aussi un peu otage de l'affrontement Est-Ouest. C'est ça, est-ce que finalement c'est la cristallisation de cet affrontement entre l'Est américain-européen et puis l'Ouest américain-européen et puis l'Est plus russe? Est-ce que ça se cristallise ici, là, sur cette place Maïdan finalement à Kiev? Oui, et pas pour la première fois. Pas pour la première fois, parce qu'il faut savoir que pour la Russie de Poutine, qui essaie de se rebâtir en tant que superpuissance, l'Ukraine, c'est pas seulement une zone d'influence, c'est pas seulement un grenier ou un ex-grenier, c'est pas seulement un pays très riche de minerais, de pétrole, de gaz, etc., mais c'est aussi le lieu d'où la Russie tire sa source. La Russie, ce qu'on appelle en russe la Russie antique ou la Russie ancienne de la fin du IXe siècle, avait pour capitale Kiev. Donc là, il faut savoir que Kiev et l'Ukraine est pour la Russie beaucoup plus qu'une zone d'influence. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que Poutine peut s'immiscer dans l'Ukraine et avoir une telle influence une influence, si on peut dire, décisive dans ce qui se passe là-bas, ça je sais pas le dire, parce que la Russie d'aujourd'hui, c'est pas l'Union soviétique d'il y a 25 ans quand même. Il y a quelques différences. Mais en tout cas, ce sont toutes ces raisons-là qui expliquent les ambitions quasi tsaristes, on va oser le mot, de Poutine en Ukraine? Oui, absolument. Vous savez, on dit en histoire que l'histoire se répète, mais elle se répète souvent en tant que farce. Alors là, je ne sais pas si ça se répète. Bon, maintenant, 100 morts, c'est pas une farce. Bien qu'en Russie, en Ukraine, les gens sont un peu moins sensibles aux morts. En Russie, beaucoup moins sensibles aux vies humaines. Les idéaux, les valeurs sont un peu différentes. Les valeurs de l'Est, les valeurs de l'Ouest, par exemple, même dans les journaux de l'Ukraine, ceux qui passent en première ligne, ce n'est pas les 100 morts. Ce n'est pas toujours les 100 morts, c'est des déclarations. En Russie, il s'agit on est dans une logique de pouvoir. On est dans une logique de superpuissance. Alors justement, logique de pouvoir, est-ce que c'est Poutine qui tire les ficelles de cette crise ukrainienne et qui pousse Yanukovych à plus de radicalisation encore? Ah oui, ça c'est assez clair. Ça, la déclaration d'hier de Medvedev, ne vous laissez pas être traité, marcher dessus comme une serpillière. C'est très clair, c'est très clair. Je sais pas si on en a parlé, mais il y a des forces russes, des unités d'élite russes qui combattent à Kiev. Ça, c'est déjà chose célèbre. Alors, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a aussi en Russie la crainte que ce libéralisme et que cela ne déborde et ne touche la Russie, parce que vous pouvez trouver en Russie une intelligentsia, une certaine couche qui se solidarise, qui est très minoritaire, mais qui se solidarise avec ce qui se passe en Ukraine. Et c'est pour ça que le régime soviétique, le régime russe essaye de tout faire aussi pour discréditer les forces d'opposition. Je ne dis pas que ces forces d'opposition, elles sont fantastiques, elles sont libérales, elles sont toutes pro-occidentales, etc. Mais ils essayent de le discréditer tous comme des agents américains, européens, etc. Alors justement, dans l'analyse que vous avez de ce conflit et de ce rapport de force, finalement, est-ce que les Européens, selon vous, ils ont réagi trop tard, beaucoup trop tard? Je ne sais pas dans quel... Tout d'abord, je pense que oui. Et une deuxième chose, je ne sais pas dans quelle mesure, en Europe, en Occident, aux États-Unis, on comprend l'esprit, l'approche avec la perspective dans laquelle la Russie perçoit cette chose-là. Je ne sais pas si l'Europe comprend si, quand elle commence à nouer des liens avec la Moldavie, avec l'Arménie, avec l'Azerbaïdjan, avec les pays baltes, que ce soit économique, mais qui ont tous leur relent idéologique, comment c'est perçu en Russie? En Russie, c'est perçu comme l'Occident, l'ex-ennemi, l'ennemi présent, est en train d'arriver à nos portes. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est perçu comme
ils sont en train de nous isoler. Ils sont en train encore une fois de nous attaquer, que ce soit aujourd'hui, c'est par l'idéologie, c'est par l'économie, c'est par le marché libre, c'est par leurs exigences politiques et autres, mais en Russie, c'est vu comme un danger. Maintenant, je ne dis pas que la Russie elle a tort ou elle a raison, ça c'est ses intérêts avec ses valeurs, avec son tsarisme, avec ses ambitions, etc. Mais d'un autre côté, l'Occident, s'il veut comprendre comment ces mesures et ces actes sont perçus, il doit le voir au travers de la perspective, pas de Paris, pas de Bonn, pas de Berlin, ni de Washington, mais de la perspective moscovite. Une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut craindre une partition de l'Ukraine en deux, voire plus, entre les pro-européens et les pro-russes ? C'est une partition qui existe de manière latente depuis toujours. Vous allez à Lvov, Aix-Lemberg, vous vous sentez en Autriche, en Allemagne. Vous allez à Donetsk, c'est quelque chose de tout à fait différent. S'il est question de partage, je pense que ça va être beaucoup plus que deux. C'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes. Merci beaucoup Eliezer Chédorowski. Manifestement, on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Merci à vous. Restez sur i24 News à suivre les dessins de Michel Kishka. Sur le plateau de votre morning, vous êtes sur i24 News et je suis accompagnée de Michel Kishka. Bonjour, merci d'être venu ce matin, et de Yohan Waki à mes côtés. Merci à vous, messieurs, d'être là. On va tout de suite croquer la semaine en dessin avec vous, Michel. Vous avez décidé ce matin de commencer par le dessin que vous n'avez pas dessiné. Bah oui. Une fois que j'avais déjà fini le travail que je vous ai envoyé hier soir, on a appris la nouvelle que WhatsApp a été racheté par Mark Zuckerberg pour la modique somme de 19 milliards de dollars, si je ne m'abuse, son argent de poche, hebdomadaire. J'ai pas pu dessiner, mais je lui ai envoyé un WhatsApp en disant que la prochaine fois qu'il achète, qu'il me prévienne un jour avant, que j'ai le temps de vous faire un dessin, on peut passer au prochain sujet. Alors, le prochain sujet est un peu plus difficile à traiter, mais avec un dessin particulièrement intéressant. Ce matin, on parle souvent de ces réunions qualifiées de négociations. Genève, l'Iran, Vienne, on ne sait plus trop où on en est, ça n'en finit plus. Et vous, vous êtes laissé aller au jeu des ressemblances. Oui, parce que voilà, on a appris que Genève 2, en tout cas temporairement, a échoué. Échec total, c'est un peu les titres dans toute la presse mondiale. En attendant, ça fait le jeu de Assad. Il est très content que ça échoue, puisque lui, son but, c'est de se maintenir en place. Donc pour le moment, ça marche. Ça fait 3 ans que ça dure. Ça fait 120 000 morts que ça dure, bien qu'on ait déjà arrêté de compter. C'est assez incroyable dans cette histoire. Mais moi, depuis le début, chaque fois que je voyais Brahimi, je me dis... Il a quand même une gueule de Kissinger, c'est quand même marrant. Alors, il faut qu'on vous avoue que ça revient souvent aussi dans les couloirs de la rédaction d'i24 News. On en parle beaucoup aussi et vous l'avez dessiné. Oui, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce rapprochement parce que, vous savez, moi j'ai fait mon alia après la guerre de Kippour et c'était vraiment, Kissinger était à la une avec sa politique des petits pas avec Golda Meir, donc j'avais vraiment sa tête bien en mémoire et chaque fois je me dis un jour il va falloir que je fasse quelque chose et puis l'échec de Genève 2 m'a provoqué ça, cette espèce de relation associative. C'est comme ça que ça fonctionne dans la tête d'un dessinateur de presse. C'est comme ça que vous viennent certaines de vos idées de dessin ? Ah oui, très souvent, oui, parce que on a un monde qui est à la fois verbal et visuel et qui est combiné d'une manière, et c'est un peu notre particularité dans le métier. On va continuer avec cette semaine à l'ONU, l'ONU qui relie les crimes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale à ceux commis en Corée du Nord. Un dessin qui fait froid dans le dos, on va le voir tout de suite. Oui, c'est une réalité qui fait froid dans le dos, parce que d'après ce rapport de l'ONU, il compare effectivement les crimes commis par le régime de Corée du Nord aux crimes nazis, avec une famine délibérée. Il parle de plusieurs centaines de milliers de prisonniers politiques morts dans des camps depuis les 50 dernières années. On ne sait pas tout Kim Jong-un qui l'a fait, c'est son père et son grand-père, mais lui, quand il est monté sur le trône, appelons ça le trône, on se disait, le petit gamin, il va sûrement... vouloir une ouverture, il a fait ses études en Suisse, il va... Non, pas du tout. Non, il a voulu qu'il prouve qu'il était pire que son père, et il est en train de le prouver. Alors il y a des famines délibérées, des viols, des exécutions, des avortements forcés. Donc c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Et on ne connaît pas les chiffres réels, et il faut quand même dire qu'un prisonnier politique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui pense différemment que le pouvoir, qui est un régime totalitaire. Donc il suffit de ne pas être d'accord pour se retrouver prisonnier politique, ennemi
ennemis de l'État et on se retrouve dans des camps, c'est absolument incroyable. Et c'est un rapport fort. Et puis bon, on voit les images du rapprochement qu'on vient de voir là, de la Corée du Nord, ces familles qui vont visiter leurs familles dont ils ont été séparés depuis. Elles ont eu le droit de le faire hier et puis aujourd'hui elles reviennent chacune dans leur environnement et puis elles seront encore séparées pour les décennies à suivre. Absolument. Et moi j'ai pas pu m'empêcher de faire les dessins de fils d'eux. Donc j'ai fait j'ai fait Kim 3 puisque c'est Kim 3 à côté de Assad 2. En se comparant chacun à leur père, et Hitler dit j'aurais dû faire un fils. Voilà, donc on a échappé au moins à ça, c'est qu'on n'a pas eu pire qu'Hitler, et c'est une façon un peu d'exprimer le dégoût que ces situations me évoquent en moi. Autre dessin assez sombre sur lequel on revient aujourd'hui, c'est la situation, on en a largement parlé et il en sera question notamment dans nos prochaines éditions, la situation en Ukraine, cette semaine qui a été particulièrement sanglante. Mais il ne faut pas dire que les dessins sont sombres, Nathalie, il faut dire que la réalité est sombre. La réalité est sombre, c'est vrai. Les dessins n'en sont que le... Voilà, les dessins ne sont pas cyniques, la réalité est cynique, les dessins ne sont pas cruels, la réalité est cruelle. Oui, bon, ce sont les images en fait de ce qui se passe à Kiev et dont on parle beaucoup, j'ai rien à ajouter vraiment comme commentaire sur la situation, mais je suis en train de me demander quelle va être l'issue de cette espèce d'affrontement acharné qu'il y a entre les pros et les anti à Kiev. Et je me dis qu'il est possible que Yanukovych soit en train légèrement de fléchir, et c'est pour ça que j'ai dessiné ces forces de l'ordre et ces fameux boucliers et les casques qui sont vraiment le symbole. Bon, on connaît ça depuis mai 68, mais là ce qu'on voit c'est pas les pavés de mai 68, c'est autre chose. C'est des tirs de population en population avec comme vous l'avez dit avant, des gens qui viennent d'un peu partout, des forces spéciales envoyées par Poutine. On a entendu les commentaires sur ce plateau. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. C'est la destinée de l'Ukraine qui est en train de se jouer. Et il faut la dessiner. Allez, on va prendre un peu plus de légèreté, une lueur d'espoir pour terminer avec l'homme qui dépasse ses limites avec des objectifs positifs cette fois. On n'est plus dans des limites négatives et obscures. Voilà. Alors que d'un côté, Sochi est en train de se terminer et que toutes les télévisions du monde sont braquées là-dessus, il y a eu un record du monde de saut à la perche. Ça a l'air d'être quelque chose qui a peu d'importance, mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que c'était un record qui était tenu depuis presque 21 ans par Sergei Bobka. Et au fond, quand on voit... justement. Absolument. Et quand on voit le saut de Renaud, dont j'ai oublié le nom de famille, c'est un nom plus... Enfin bref, cet athlète français, Lavillenie, Lavillenie, ça me revient. On se dit 21 ans pour battre le record de Bobka d'1 centimètre. C'est quand même incroyable ce besoin qu'a l'homme de se dépasser et de prouver qu'il est capable de faire mieux et d'aller au-delà des limites ou de ce qu'on pensait être les limites. Et voilà, il y a 1 centimètre qui a été gagné en 20 ans. Et même chose pour le 100 mètres où ça se mesure au centième de seconde. Et on est tous braqués devant nos télévisions et on ressent une émotion incroyable en disant « Waouh !» Qu'est-ce que l'homme a pu faire? Bon, entre-temps, évidemment, il y a toutes les autres informations qui se passent, mais c'est pour ça. Ça nous fait une petite récréation. Ça nous fait une petite récréation. Alors, récréation, on continue. J'ai toujours rêvé, Michel, de vous dire cette phrase, s'il vous plaît. Oui. Répondez-moi à cette question. Est-ce que vous pouvez me dessiner un mouton? Je peux vous le faire, si vous voulez. Je peux vous le préparer à différentes sauces. Non, je vous dessinerai un mouton, si vous voulez. Non, voilà, plus sérieusement, on va parler du Petit Prince. Il s'expose en ce moment à New York, là où il a été conçu, j'ai envie de dire. Il s'avère, je ne savais pas, en fait. C'est un petit détail qui m'avait échappé. Moi, j'ai grandi gosse avec... je me rappelle, en colonie de vacances, une monitrice nous avait lu avant de nous endormir Le Petit Prince, et j'étais tombé sous le charme. Et puis, je vois que ce livre est toujours resté actuel, parce que c'est d'abord un ouvrage un peu philosophique pour enfants, très poétique en même temps, très mélancolique aussi par endroits. Et puis, je me dis, cette fameuse phrase qu'on utilise et qui est devenue véritablement presque une phrase iconique mondiale, « Dessine-moi un mouton », je me dis, si ça se passait aujourd'hui, c'est peut-être d'un tatouage qu'il s'agirait et pas d'autre chose. Alors je rends un petit hommage à ce Petit Prince et à Saint-Exupéry qui a quand même laissé une œuvre merveilleuse derrière lui. Et voilà, quand on voit l'actualité de cette semaine, on se demande bien ce que le Petit Prince en aurait dit. Merci beaucoup, Michel Klichka, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir revu l'actualité de la semaine en images. Merci à vous.
vendredi 21 février. Tout de suite un rapide rappel des titres. Et bien évidemment c'est l'Ukraine dans les titres ce matin. L'Ukraine qui a franchi un pas de plus dans la violence hier. La capitale Kiev est en proie à une véritable guerre civile. Près de 100 morts en 3 jours. Ça ce sont les chiffres annoncés par l'opposition. Le pouvoir parle lui de 39 morts. Le feu qui gagne également la province. Une atmosphère toujours très tendue, vous l'aurez compris, alors que les ministres européens se trouvent toujours dans la capitale pour trouver une sortie de crise. Hier, l'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions contre ceux qui ont, je cite, du sang sur les mains, tout en laissant la porte ouverte au dialogue. L'Union européenne qui a obtenu du président ukrainien son accord pour des élections présidentielles et parlementaires anticipées en 2014. Pékin demande à Obama d'annuler sa rencontre avec le Dalai Lama, le chef spirituel tibétain en exil. Pékin qui parle d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Cette rencontre, qui doit avoir lieu à la Maison-Blanche, portera atteinte aux relations bilatérales, portera gravement atteinte aux relations bilatérales. C'est ce qu'a averti le ministre chinois des Affaires étrangères. La droite israélienne met la pression sur Netanyahou. Des vice-ministres et des députés du Likoud ont signé une lettre appelant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à ne pas accepter le gel des constructions dans les implantations juives en Cisjordanie. Voilà pour l'actualité et les titres de ce matin. On va parler, une fois n'est pas coutume aujourd'hui, avec Yohan Waki de publicité, des publicités. Yohan, révélatrice d'une certaine évolution. J'avais envie de dire révolution, je le dis pas encore. Révolution, évolution dans les modes de pensée. On parle ce matin de préservatifs. Exactement, Nathalie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 2 marques de préservatifs qui sont notamment très modernes dans leur stratégie marketing et publicitaire et plutôt surprenantes. La première marque est nouvelle, elle s'appelle Momdoms. Elle nous vient des États-Unis. C'est tout simplement la première marque de préservatifs recommandée par les mamans. Alors l'idée de départ est très simple. Si pour convaincre les parents d'acheter un produit, la publicité tente souvent de séduire les enfants, pourquoi ne pas faire l'inverse pour une fois et séduire les parents sans servir d'influenceurs envers leurs enfants? Alors encore aujourd'hui, par peur d'utiliser des mots souvent trop crus ou de tomber dans une certaine vulgarité ou une intimité un peu trop profonde, les parents ont du mal à parler préservatif avec leurs enfants ou le font d'une façon très froide et assez pragmatique et rationnelle. C'est le pari que prend Momdoms, rendre les parents acteurs de l'éducation sexuelle de leurs enfants. Voilà. Et pourtant, en parler, ça permet de briser les tabous. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir les parents parler de préservatifs dans les publicités. Michel Kichka, vous l'auriez fait, vous l'avez fait avec vos enfants, de communiquer sur la sexualité beaucoup plus facilement et sans tabou? Oh, je pense quand même, oui, mais je trouve cette stratégie très intéressante pour revenir sur cette question, parce que c'est vrai que les parents, ce qu'ils aimeraient, c'est responsabiliser leurs enfants. Et de cette manière-là, ça brise vraiment un tabou qu'on pensait vraiment tellement ancré. Alors exactement, là du coup on n'est pas dans la responsabilisation, on est dans tout le contraire. L'univers proposé par la marque Momdoms est celui des années 50, donc de la bonne mère au foyer, un peu à la Mad Men dans l'univers graphique, qui impose tout simplement la bonne parole de la mère envers les enfants, telle une façon de recette, un peu à la façon réclame, avec des messages très drôles sur un ton humoristique qui nous dit parce que je te dis de le faire, c'est tout, parce que les mères savent mieux que vous. Voilà, donc dans une façon très ancienne de reproduire des conseils façon mère-enfant. Voilà, on voit quelques visuels représentant les boîtes de préservatifs à l'écran, donc dans des packaging. Vous me remercierez plus tard, c'est voilà, vous me remercierez plus tard. Exactement, il y en a beaucoup, il y en a des très drôles. Alors au niveau marketing, c'est vrai que c'est très intéressant, mais en allant un peu plus loin, quand on se penche sur la communication des préservatifs ces dernières années, on se rend compte que l'évolution est assez flagrante. Dans les années 90, on était sur des messages très liés à une certaine morale et à la protection contre les MST. On se souvient de tout le discours, notamment contre le sida, et un peu plus anecdotique à l'époque pour la contraception. Et dans les années 2000, on a pris un grand virage, on est passé à quelque chose de beaucoup plus lié au plaisir. Les marques de préservatifs ont positionné les produits comme un accessoire de la vie sexuelle des couples. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus... Il est là aussi le changement. Voilà, il est là le changement, on est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert et beaucoup plus désacralisé. Et voilà, on fait sauter les tabous au niveau de la sexualité. Et là, j'ai l'impression qu'on entame un nouveau virage avec ce type de communication, avec la marque Momdoms. Et du coup, la deuxième marque que je voulais vous présenter aujourd'hui... Alors il y en a une autre qui suit un petit peu le même chemin. Alors, elle suit le chemin de la modernité, sous un angle complètement différent. Je vous laisse regarder ce film, on en parle juste après.
Voilà, donc c'est en fait le film publicitaire présenté à l'occasion de la Saint-Valentin par la marque Mom Doms. Donc vous voyez, parce que les mères savent mieux, donc avec cet univers un peu balle de promo. Et je vous propose tout de suite donc de regarder le film de la marque Trojan, qui est une donc deuxième marque dont la communication est très moderne. Trust me, okay? I'm a girl. Right. Good. Have fun. Thanks. All set for your big date? No, I mean, I'm just going out with Sheila. What's this, the third time? We're just good friends. Dad, I know. Have a good time, and don't be out too late. Voilà, donc on voit cette fois que c'est le fils qui recommande à son père de mettre des préservatifs lors de ses rendez-vous amoureux. Donc on voit bien que là, le préservatif est une entrée dans la famille. En tout cas, le rôle social du préservatif est complètement et c'est complètement différent désacralisé. Et c'est sûrement peut-être une bonne chose. Enfin, on le verra dans les années à venir. Vous vouliez à présent nous parler de Barbie. Alors exactement, du coup, la comparaison est assez intéressante parce que sans vouloir faire de mauvaises associations, la communication de la Barbie et la Barbie tout simplement dans les 50 dernières années, puisque Barbie est née en 1959, a fortement évolué. Je vous laisse regarder le corps de Barbie 1959 et le corps de Barbie version 2009. Et au-delà du style, on a vraiment les canons de beauté qui ont évolué. Et les mensurations. Alors pour l'anecdote, juste pour vous dire que la Barbie actuelle version 2009 ne tiendrait pas sur ses jambes si c'était une Barbie, un être humain, car ses mensurations sont à peu près 30% inférieures à celles d'une anorexique humaine aujourd'hui. Également, pour faire un parallèle avec la société, juste pour vous dire que dans les années 50, les yeux de la Barbie étaient légèrement inclinés vers le bas, pour rappeler la soumission des femmes qui était quelque chose d'assez courant dans la mentalité des années 50, et qu'on a tout simplement redressé les yeux de la Barbie pour qu'elle puisse regarder face à elle quand Barbie a eu une voiture. Ça venait dans les années 70, quand les femmes ont commencé à conduire. Donc voilà, il a fallu doter Barbie d'une voiture et lui remettre les yeux à l'endroit. Et ben voilà, alors on ne sait pas si c'est la société qui influence la pub ou l'inverse, mais en tout cas ça évolue. C'est une bonne chose à suivre sur dans ce morning, le journal de l'Afrique. Restez avec nous. Retour sur le plateau de votre morning. On va parler de sport à présent et on prend la direction tout de suite de Sochi. Vous le savez, les Jeux d'hiver vont prendre fin. On se dirige donc vers cette ville russe. On retrouve notre correspondante Christelle Pascal. Bonjour. Votre bilan des Jeux puisqu'ils prennent fin. Christelle, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour, quel bilan vous dressez de ces Jeux de Sochi dont on a beaucoup parlé et pas forcément seulement pour les médailles? Oui, effectivement, c'est vrai que ce sont des Jeux qui ont été à la fois très politisés mais très sportifs finalement. On peut vraiment se réjouir de cela. Je crois que sur le plan des athlètes, ce sont des Jeux olympiques réussis. Sur le plan sportif, les épreuves ont été très très bien organisées avec de bonnes conditions et de belles images, je suppose. Donc ça, c'est ce qu'il faut en retenir parce que c'est quand même la principale raison de tout sportif. Après, il y a un petit peu des à côté et certains petits bémols dont on pourra toujours discuter effectivement et lier sans doute certainement à ce pays qui est la Russie. Alors on va reparler un petit peu plus tard de ces bémols justement. Qu'est-ce qui était propre à ces Jeux justement à vos yeux? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a marqué? Quelles anecdotes? Alors, les anecdotes qui m'ont marqué, le fait que les stations de ski soient parties de zéro et soient arrivées à un tel résultat qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de réelles stations vides qu'ils ont réussi à construire. Donc ça, c'est des choses qu'on va retenir. On retiendra aussi des Jeux olympiques un petit peu aseptisés. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer la population locale. On s'est vraiment retrouvés pendant 15 jours, 3 semaines, uniquement entre nous, entre journalistes, entre étrangers en fait. Et c'est vrai que par exemple, ce que je retiendrai, c'est que je n'ai jamais croisé un papy ou une mamie dans les rues, quoi. Beaucoup de sécurité aussi, on en reparlait. Finalement, ces Jeux, c'était des Jeux sportifs ou plus sécuritaires?
Ce sont des jeux qui ont été sécuritaires, très sécuritaires, mais en même temps, on se sentait rassuré aussi. Il y a vraiment eu beaucoup d'efforts de fait. Et encore une fois, les policiers, toute la sécurité qu'il y a eu, n'ont pas occasionné trop de gêne. Je veux dire, c'est normal sur des Jeux Olympiques et sur de tels événements qu'on ait ce principe de sécurité. J'ai pu vivre en tant qu'athlète les Jeux de Park City qui se sont déroulés juste après des attentats du 11 septembre aux États-Unis, et je peux vous dire que sur le plan sécuritaire, c'était également très développé. Je crois qu'aujourd'hui, il va de soi que lorsqu'on organise de tels événements, on ne peut pas se manquer sur ce plan-là. Merci beaucoup Christelle Pascal pour ces détails, ces témoignages en direct donc de Sotchi. Vendredi 21 février, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres. On vient de l'apprendre, les négociations ont pris fin ce matin avec un accord préliminaire entre les dirigeants, les Européens et le pouvoir, ainsi que les leaders de l'opposition ukrainienne. C'est la présidence ukrainienne qui l'a annoncé, un accord préliminaire qui sera signé à midi aujourd'hui. L'Ukraine qui a franchi un pas de plus dans la violence hier. La capitale était en proie à une véritable guerre civile, près de 100 morts en 3 jours. Ça, ce sont les chiffres annoncés par l'opposition. Le pouvoir parle, lui, de 39 morts. Le feu qui gagne également la province. Une atmosphère toujours très tendue, donc, alors que les ministres européens se trouvaient toujours dans la capitale ukrainienne. Hier, l'Union européenne avait décidé d'imposer des sanctions contre ceux qui ont du sang sur les mains, tout en laissant la porte ouverte au dialogue. On parlait également d'élections anticipées en 2014. Pékin demande à Obama d'annuler sa rencontre avec le Dalai Lama, le chef spirituel tibétain en exil. Pékin qui parle d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Cette rencontre, qui doit avoir lieu à la Maison-Blanche, portera gravement atteinte aux relations bilatérales. C'est ce qu'a averti le ministre chinois des Affaires étrangères. Et puis dans la région, la droite israélienne met la pression sur Netanyahou. Des vice-ministres et des députés du Likoud ont signé une lettre appelant le Premier ministre israélien à ne pas accepter le gel des constructions dans les implantations juives de Cisjordanie. On part en Afrique à présent, et juste avant de développer certains des clichés dont on a l'habitude d'entendre sur l'Afrique avec vous, Laura, bonjour. On va parler de Mugabe. Il en sera question, je crois, aussi dans votre chronique. Il règne sans partage sur le Zimbabwe depuis 30 ans. Robert Mugabe fête ses 90 ans. Il continue à défier l'Occident. Regardez. Robert Mugabe est au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. À désormais 90 ans, il explique sa longévité lors de l'enterrement de sa sœur cadette Bridget par la volonté de Dieu. D'autant que son âge et ses allers-retours en Asie, où il est suivi médicalement, alimentent les rumeurs sur ses problèmes de santé. Certains médias ont même annoncé qu'il était décédé. En Europe, en revanche, Robert Mugabe et son épouse restent persona non grata. En 2002, l'Union européenne avait même imposé au Zimbabwe des sanctions pour protester contre la violence politique et les atteintes aux droits de l'homme dans ce pays. Des sanctions pour la plupart suspendues, sauf pour le couple Mugabe. Robert Mugabe est une fois de plus réélu à la présidence du pays fin juillet 2013, malgré les protestations de l'opposition et d'observateurs indépendants. Investi en grande pompe et habitué aux déclarations fracassantes, il en profite alors pour fustiger l'Occident. Quant à ces vieux pays occidentaux, à qui il arrive d'avoir une opinion négative et différente de notre processus électoral et de ses résultats, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à leur sujet. Nous les rejetons comme des gens vils dont nous devons pleurer la turpitude morale. Devant des dizaines de milliers de partisans, Mugabe jure alors de défendre la constitution du Zimbabwe, un texte qu'il peut en fait modifier à sa guise puisque le Parlement a été majoritairement remporté par son propre camp.
il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Albert Einstein. Casser les idées reçues, mettre à mal les préjugés en cours sur le continent africain. Un sujet plutôt épineux, je vous le disais. C'est Laura Duhamel qui tente de tout débroussailler ce matin. Laura, c'est dur de tordre le cou aux stéréotypes. C'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, pour aborder ce sujet très épineux, je voudrais d'abord citer une écrivain nigérienne, Chimamanda Ngozi Adichie, qui dit, je cite, « Le problème avec les stéréotypes, ce n'est pas qu'ils sont faux, mais qu'ils sont incomplet, il crée une histoire qui devient la seule histoire. » Et c'est une citation qui résume parfaitement le malaise engendré par les clichés. L'Afrique, évidemment, est particulièrement touchée. On a tous presque une vision apocalyptique de ce continent, entre sécheresse, famine, guerre interethnique, corruption, dictature, et j'en passe. Alors, pour contrer ces idées reçues, eh bien, il y a des étudiants américains qui ont une idée plutôt originale, hein, celle de lancer une campagne sur les réseaux sociaux. Ils se sont pris en photo avec des drapeaux africains pour dénoncer certains clichés, parfois drôles, tels que l'africain n'est pas une langue, tous les Africains ne se ressemblent pas physiquement, ou encore eh bien, qu'ils ne vivent pas tous dans le désert. C'est donc une très belle initiative à souligner. Une belle initiative, hein. Comme on les aime et comme on les incite sur i24 News, est-ce que ça peut véritablement contribuer à bousculer les mentalités ? Peut-être, en tout cas c'est le but, mais en réalité le vrai problème qui se pose au-delà de la part de vérité ou eh bien, de caricature, c'est que ces clichés peuvent parfois servir de support à certains discours au relent raciste. Alors dernier exemple en date, l'enseigne Kiabi, elle a proposé 2 déguisements zoulous, vous allez voir à l'écran. Pour info, les Zoulous, c'est un peuple d'Afrique australe qui est sédentarisé actuellement, surtout en Afrique du Sud. Mais visiblement, ce n'est pas la culture des Zoulous qui intéressait Kiabi, non. Et Kiabi ne se contente pas de mettre en scène ces modèles ridicules. La marque va encore plus loin dans son slogan qui est, je cite, « La préhistoire est une époque lointaine, mais si vous aimez l'ambiance décalée, eh bien ce déguisement Zoulou est fait pour vous. » Voilà, le raccourci est fait en 2014 pour vendre des déguisements d'un peuple africain. On évoque la préhistoire. Alors sans même dire son nom, le cliché selon lequel les Africains sont tous des êtres primaires se renforce. Autre exemple de stéréotype sur l'Afrique relayé de façon très polémique actuellement, eh bien un film, Le Crocodile du Botswana, qui est sorti mercredi en France. Et dans la bande-annonce, vous allez le voir, réussit l'exploit, un véritable exploit d'ailleurs, de résumer tous les clichés de l'Afrique en moins d'1 minute 30. Je vais lui faire signer un contrat avec Barcelone. Et dis-lui où on va demain, champion. Au Botswana, dans mon pays d'origine. Il va être décoré par le président de la République du Botswana. C'est quoi cette terre déjà? Un dimanche matin, avec ma putain sur ma mobilette. Bienvenue au pays, mon fils. Le Botswana t'attendait. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés. Vous êtes qui? Didier, l'agent. Bienvenue, monsieur Didier. Pourquoi vous riez? Non, c'est rien, excusez-moi, c'est à cause de la musique. Notre hymne national. Ouais, alors là, tout y est, hein. Tout y est. Alors l'Africain qui court vite, le dictateur idiot et corrompu, etc. Alors effectivement, l'Afrique, ce n'est pas le continent champion de la démocratie. Mugabe en est un exemple parmi d'autres. Et oui, on peut rire de tout, mais à condition que le second degré ne souffre aucune ambiguïté. Alors on va reparler un petit peu de ces clichés plus en profondeur. Oui, alors première chose à dire, l'Afrique est un continent extrêmement diversifié. Il est difficile de donner la moindre statistique sans différencier les différentes régions de l'Afrique. Alors le Maghreb, la corne de l'Afrique qui se situe à l'est autour de l'Éthiopie, le désert du Sahara qui fait lui 8 millions de kilomètres, l'Afrique équatoriale et puis l'Afrique australe, à savoir aussi il n'y a pas moins de 54 États en Afrique. Autre cliché, est-ce que les Africains vivent tous dans le désert? Eh bien non, il y en a, certes. Regardez ces données de la Banque mondiale, le taux de la population urbaine en Afrique subsaharienne est de 37%. Quant au Maghreb, le taux est de 60%, identique à celui de l'Europe et de l'Asie centrale. Par ailleurs, et pour finir sur une note plutôt positive, le FMI prédit 6% de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2014. Voilà, de la croissance, un continent en constante mutation, en pleine croissance. En revanche, et Einstein l'avait dit à juste titre, c'est dur de briser les préjugés, les clichés, alors ça risque de continuer.
Évidemment, très certainement. D'ailleurs, stéréotype vient du grec stéréos qui signifie solide. Mais les Africains en sont conscients. Il existe beaucoup d'initiatives qui essayent justement de briser ces clichés, qui essayent de les tourner en ridicule. À noter notamment Global Voice qui soutient une exposition dont l'objet sera de montrer un autre visage de l'Afrique. Chacun peut donc envoyer sur le site missingimage.com des photos, des poèmes ou encore des vidéos de villes africaines. Vous avez donc tous jusqu'au 31 mars. Et puis dans un registre encore plus drôle, le collectif anti-apartheid qui a été créé en 1961, Radi Aid, incite lui les Africains à faire don de leurs radiateurs aux pauvres Norvégiens victimes du froid. Ils ont même un single qui ne manquera pas de rappeler, j'en suis sûre, celui du collectif USA for Africa. C'était en 2012, mais ça vaut le détour. On va tout de suite, Laura, je crois, se quitter en musique. Oui, avec le single. Laura, la culture africaine, elle vous touche particulièrement puisque vous êtes née là-bas et donc c'est pour ça que ça a une saveur particulière. Hein, oui, j'y suis née, j'ai grandi en partie à Dakar et donc c'est une culture qui me touche et qui est très différente de la culture de l'Occident. Je pense que ça peut expliquer finalement d'une certaine manière tous ces clichés qui sont véhiculés. Cette incompréhension parce qu'on n'a pas forcément les mêmes normes et vous parlez notamment de la transmission. La transmission, elle est plus orale qu'écrite. Hein. Oui, alors en Occident, la transmission, elle est faite finalement de façon écrite. Il existe beaucoup d'archives. En Afrique, on a une culture complètement différente, celle de la transmission orale, qui est faite par des conteurs qu'on appelle des griots et qui racontent des contes dans les villages et qui transmettent de cette façon les traditions et les coutumes. Et justement, la transmission, il en sera parti dans la dernière partie de notre morning. Doit-on mourir au nom de l'art? Les œuvres sont-elles universelles? Dépassent-elles les conflits et les frontières? C'est Marie Chek qui viendra nous en parler sur ce plateau. Restez sur i24 News. L'actualité continue avec un tout nouveau journal dans quelques minutes. Dernière partie de votre morning avec moi, vous l'avez vu sur ce plateau, Marie Chek, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Virginie Khalifa, bonjour à vous. Alors on n'a pas l'habitude de parler avec Marie de cinéma et pourtant on va le faire aujourd'hui puisque l'actualité est toute particulière. D'ici peu, ce sera le 12 mars, sortent sur les écrans Monument Men, un film réalisé par George Clooney avec un casting d'exception. Marie nous en reparlera. Matt Damon, Kate Blanchett, George Clooney lui-même et puis aussi un Français, Jean Dujardin. C'est l'adaptation au cinéma d'un livre. Alors, je vous fais rapidement le pitch. En pleine Seconde Guerre mondiale, 7 hommes se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d'art volées. C'est là que Marie intervient, volées par les nazis, et les restituer donc à leurs propriétaires légitimes. On regarde la bande-annonce, on en reparle juste après. Hungry? You buying? Uncle Sam is. Mr. President, we are at a point in this war that is the most dangerous to the greatest historical achievements known to man.
the Nazis had been stealing art out of Warsaw, Amsterdam, Paris. Time to put a team together and try to protect what's left and find what's missing. Monuments, man. Signed by Roosevelt. How many men? For now, 6. Jeez. Well, with you at 7. Aren't you a little old for that? Yes. You've all been selected because we're going to need your knowledge and we're going to need your skill. Welcome to the war, Sergeant. Bloody hell. We're going to go through basic in England. Basic training. Oh boy. Et voilà, une histoire incroyable, un casting de rêve. Vous êtes allé le voir, hein, Marie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé que l'histoire est incroyable, j'ai trouvé que les acteurs sont magnifiques, mais le film est très moyen. Je ne suis pas la seule, il s'avère. Et l'idée de voir des milliers, je dirais, des centaines de milliers d'œuvres d'art, dont plus tard, bien plus tard, on apprendra, on les verra, on ira tous les vénérer. Et de les voir jetés, brûlés, confisqués, ça fait mal au cœur, ça fait mal au corps et au cœur. Ils ont traité ces œuvres comme ils ont traité les gens, et bien pire souvent. Et tout à coup, l'armée américaine, un grand historien d'art, décide de demander au général Roosevelt d'amener une équipe pour aller retracer le destin de ces œuvres. Et la grande question de ce film, c'est est-ce qu'on est prêt à tuer des gens ou à sauvegarder les œuvres? Qu'est-ce qui est plus important? Et franchement, j'ai pas de réponse, parce qu'une Mona Lisa, disons, on l'a vue pendant 500 ans, nous tous, alors qu'un un inconnu, moins, ça fait du mal à sa famille. Enfin, c'est un vrai débat. Et on voit des œuvres incroyable. Des fois, les nazis passaient et les brûlaient avec du feu. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire, c'est cette relation d'amour-haine d'Adolf Hitler avec l'art. C'est ça, Adolf Hitler voulait être un artiste, il a tout de suite vu qu'il a étudié l'art, il a tout de suite vu qu'il serait un bien meilleur nazi qu'un artiste. Il a détesté... Il s'est fait refouler des Beaux-Arts, on l'a lu. Tout à fait, et il a détesté l'art contemporain. Il a fermé le Bauhaus, il a fermé toutes les écoles d'art, il a traité l'art dans lequel il vivait avec une haine viscérale. Oui, tout à fait. Mais il a aussi confisqué tout ce qui était dans les églises. Et dans les églises, il y a des œuvres d'art incroyables, à grande taille. Et on les voit. Et cette recherche dans le film, à travers les œuvres, malheureusement, le film n'est pas très bon parce ça devrait être à la recherche de l'Arche perdue. On devrait être tous en train de vouloir. Et on n'a pas, il y a un côté un peu cynique ou pas assez fort pour ce que le thème du film. Et donc, le grand bonheur de ce film à la fin, c'est d'avoir quand même sauvé des centaines de milliers grâce à une histoire qui est à demi vraie et demi fictive. Donc, l'histoire du film. Et voilà. Et nous sommes tous devant ces œuvres à les acclamer et à remercier ceux qui les ont trouvées. Vous l'avez dit, Hitler, il avait une relation d'amour-haine avec l'art. C'était un artiste refoulé, j'ai envie de dire rejeté aussi. Et pour vous, aujourd'hui, l'une des plus belles réponses finalement à cette tentative de destruction d'Hitler, eh bien, elle a un nom et elle s'appelle Maya-Zak. C'est un gros nom, hein. Hitler face à Maya-Zak, oui. Maya-Zak est une jeune artiste israélienne née en 1976 qui prône dans son art l'histoire de son passé, l'Holocauste, famille disparue, et qui essaie de trouver la raison d'être de sa création. Le musée juif viennois, qui a été le premier musée juif dans le monde, créé en 1885, l'approche et lui demande d'aller voir les traces de ce qui était dans le musée avant qu'Hitler confisque, avant que... Recréer un musée quasiment à l'identique, une atmosphère. Recréer un Shabbat, recréer une atmosphère d'un artiste qui s'appelle Isidor Kaufmann, qui vivait à l'époque, qui était très connu. Et là, elle crée des images en 3 dimensions. Elle retrace tous les objets qu'elle a réunis de tout le passé, de tout ce qui est resté, de tout ce qui vient du studio d'Isidor Kaufmann, de tout ce qui reste dans le musée, et elle retrace toute cette... C'est comme vraiment une vengeance. C'est un peu difficile de s'en rendre compte quand on voit les images qui sont censées être en 3D, mais qu'on ne les voit pas en 3D, mais on a une véritable impression de pénétrer dans une pièce, et on a l'impression d'être il y a 70 ans. Il y a 100 ans même, je dirais. Le musée juif a été recréé il y a seulement 20 ans, et c'est seulement maintenant qu'on célèbre cette pièce va rester
rester dans une chambre pour la vie. Espérons qu'on ne les abîmera pas de nouveau. Et regardez la force de la reconstruction et toute une histoire narrative. Le studio de l'artiste, les caisses qui sont devant, ce sont les caisses au moment où Hitler allait jeter les affaires. Vous voyez à droite et à gauche. Vraiment, je conseille d'aller voir cette expo qui est à la galerie Alon Segev à Tel Aviv rue Rothschild. Et Maya Zak, c'est pas la première fois c'est rare des jeunes artistes qui s'occupent tellement fort de l'histoire, de son judaïsme. Il y a une chambre ici mystique. Elle avait découvert que Isidore Kaufman avait retracé, cherché le côté mystique chez les chassidim. Et donc il y a une chambre où vraiment on a l'impression d'être dans une chapelle, dans une église. Et je pense que c'est cette chambre. Voilà, et cette image, elle est particulièrement éloquente. On a vraiment l'impression d'être dans une pièce où des juifs se cachaient pendant la guerre, et où ils essayaient tant bien que mal d'allumer leurs bougies à la veille du Shabbat. Ce sont des pièces aussi ou ce sont des photos? Des photos. Des photos retracées, mais dans le musée, c'est des photos dans une chambre, donc c'est retracer le passé. Et c'est vraiment ma personnelle vengeance. En voyant la connexion entre le film que j'ai vu cette semaine et le travail de Maya, j'ai dit, eh ben voilà, on peut nous faire ce qu'on veut, mais on restera toujours vivant d'une façon ou d'une autre, et on gardera notre histoire, et Hitler est bien enterré, et nous, grâce à l'art, et grâce à des gens comme Maya, et à nous-mêmes qui vivons ici, le peuple juif est bien protégé. Alors Maya, justement, vous le disiez, elle a repris une partie de sa mémoire individuelle, de sa mémoire personnelle, de son héritage familial, pour retranscrire ce qui appartient à l'humanité, la mémoire collective. Oui, mais elle va chercher dans le musée, c'est-à-dire c'est un mélange de sa mémoire privée avec la mémoire collective basée sur les objets du musée vraiment. Et il ne faut pas oublier que de 38 à 85, les objets sont confisqués. Et ça prend du temps avant qu'elles reviennent à leur maître. On le voit aussi dans le film. Donc c'est vraiment, si Clooney avait connu Maya Zak, peut-être qu'il l'aurait mise dans le film. Et voilà, une exposition donc à voir à Tel Aviv, rue Rothschild. Merci beaucoup, Marie, de nous en avoir parlé ce matin. Vendredi 21 février, un rapide rappel des titres tout de suite, et on l'a appris il y a quelques minutes maintenant. Les négociations ont pris fin ce matin en Ukraine avec un accord préliminaire entre les dirigeants européens, le pouvoir et les leaders de l'opposition. C'est la présidence ukrainienne qui l'a annoncé, un accord qui devrait être signé à midi. L'Ukraine qui a franchi hier soir un pas de plus dans la violence. La capitale Kiev était en proie à une véritable guerre civile. Près de 100 morts en 3 jours. Alors ça, ce sont les chiffres annoncés par l'opposition. Le pouvoir parle, lui, de 39 morts. Le feu qui a gagné également la province. Une atmosphère toujours très tendue alors que les ministres européens se rencontraient dans la capitale à Kiev. Pékin demande à Obama d'annuler sa rencontre avec le Dalai Lama, le chef spirituel tibétain en exil. Pékin qui parle d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Cette rencontre, qui doit avoir lieu à la Maison-Blanche, portera gravement atteinte aux relations bilatérales. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. La droite israélienne met la pression sur Benjamin Netanyahou. Des vice-ministres et des députés du Likoud notamment ont signé une lettre appelant le Premier ministre israélien à ne pas accepter le gel des constructions dans les implantations juives en Cisjordanie. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à l'heure qu'il est. On va parler à présent avec Virginie d'un film, Gravity, un film incroyable, moi qui m'a vraiment coupé le souffle quand je suis allée le voir. Il a reçu de nombreux prix d'ailleurs sur la scène internationale. Le dernier en date, un prix pour sa bande-son. Exactement, alors c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, il a été récompensé aussi au César, au Golden Globes ou encore au BAFTA, vous venez de le dire, aussi pour sa bande-son. C'est comme ça qu'il a séduit un public international avec aussi ses nombreux effets spéciaux à couper le souffle. Et puis, vous savez, ce long métrage a obtenu les plus grands prix, dont notamment celui de la meilleure réalisation et des meilleurs effets sonores. Alors, je vous propose tout de suite peut-être d'écouter quelques effets si on arrive à les avoir en régie.
Allez, on y va. Alors voilà, alors aujourd'hui il fait encore parler de lui, mais cette fois-ci grâce à sa bande-son créée par Niv Adiri. Alors lui, il a été récompensé à la British Academy of Film and Television ainsi qu'au Golden Reel Awards, ce n'est pas rien. Gravity, où Sandra Bullock interprète aux côtés de George Clooney, un astronaute perdu dans l'espace, a été salué pour sa qualité sonore à la fois réaliste et mouvementée. C'est la seule récompense qu'il manquait pour dire que ce film est totalement bankable. Alors deuxième bonne nouvelle, cet Israélien est nominé aux Oscars 2014. Alors on entendra peut-être encore parler de lui. Ils se tiendront le 2 mars prochain pour son travail dans ce blockbuster américain. L'homme est né et a grandi à Kfar Vitkin, dans le centre d'Israël. Alors il est marié et père de 2 jeunes enfants. Il s'est installé en Angleterre il y a plus de 10 ans. Pour ce professionnel du son qui a grandi dans une ferme... Je perds ma voix. Cette récompense est un véritable honneur. Est-ce que vous voulez, pour reprendre vos esprits, qu'on regarde la bande-annonce? On va la regarder tout de suite. On regarde et on écoute, attention. Explorer est touché. Explorer, vous recevez. Explorer, à vous. Explorer. Astronaute hors structure. Le Dr Stone est hors structure. Dr Stone, détachez-vous. Il faut vous détacher. Si vous ne vous détachez pas, le bras va vous emporter trop loin. Écoutez ma voix. Concentrez-vous. Visuel, bientôt je ne pourrai plus vous localiser. Il faut vous détacher. Je ne vous vois plus. Détachez-vous. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Vous me recevez? Et voilà donc l'occasion d'agiter le drapeau bleu-blanc. C'est d'ailleurs pas le seul film à avoir été récompensé pour sa bande-son. Effectivement, il y a aussi Captain Phillips avec Tom Hanks à l'affiche dans la peau de Captain Richard Phillips. Lui aussi a obtenu les récompenses majeures des Golden Reel Awards pour ses performances sonores. Alors un film issu de faits réels qui rapporte l'histoire de pirates somaliens qui capturent le capitaine d'un navire marchand finalement libéré par les forces spéciales américaines. Et si l'histoire est véridique, pareilles opérations restent rares. De nombreux Marines restent prisonniers en Somalie aujourd'hui, abandonnés par leur pays, incapables ou peu désireux d'envoyer des commandos, ou par leurs employeurs réticents à verser une rançon, surtout quand le navire a coulé. Alors piraterie et prise d'otages se sont certes raréfiées au large de la Somalie depuis 2011 grâce au déploiement d'une force navale internationale, mais quelques 90 Marines restent aux mains de pirates, certains depuis plus de 2 ans sans réel espoir de libération à court terme. Alors ce film aussi a remporté des prix pour ses qualités sonores. On regarde tout de suite la bande-annonce et je vous explique tout de suite après pourquoi j'en parle aujourd'hui. Everything okay? I don't like the look of that. They're coming in fast. This is Maersk, Alabama. We are an unarmed freighter. We have 2 skiffs approaching with armed... Et bien voilà, l'histoire s'est bien terminée dans le film, mais pas dans la vraie vie, puisque tout récemment, 2 agents de sécurité américains d'anciens Marines ont été retrouvés morts à bord de l'Alabama Maersk. Alors ce porte-conteneur qui était destiné à acheminer de l'aide humanitaire vers la Corne de l'Afrique, c'est aussi ce même cargo qui a inspiré le film, dont le détournement par les pirates somaliens en 2009 avait eu lieu, et donc reprise de ce thème pour ce film. Alors selon la police, les 2 hommes, Jeffrey Reynolds et Mark Kennedy, âgés tous les deux de 44 ans, ont été découverts par un de leurs collègues qui était parti faire une ronde lorsque le bateau était arrivé à destination au port de Victoria. On ne connaît toujours pas les raisons de la mort de ces 2 hommes, mais l'investigation a démarré et nous suivrons cette affaire de très très près. On parle à présent musique avec un nouveau concert. Oui, voilà, alors j'ai changé complètement de sujet, je voulais terminer en beauté, puis je vous ai réservé une surprise. C'est Lady Gaga qui se rendra bientôt en Israël, elle sera à Tel Aviv, c'est officiel, elle sera ici au parc Ayarkon le 13 septembre prochain pour un show en plein air dans le cadre de sa tournée internationale Art Pop. Alors c'est son 2e passage dans le pays, la première fois elle était là en 2009. Eh bien les fans, si vous aimez les robes en steak et les robes en latex, n'hésitez pas à prendre votre place. Vous pouvez faire une robe en lait et miel, non? C'est de rigueur pour la personne. Pas marrant, ok. J'ai bien aimé cette... On referme ensemble cette semaine d'infos. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à ceux qui l'ont réalisé et préparé. Je vous souhaite un excellent week-end sur i24 News.